Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris de l'année 2015. Il est encore temps. Avant de préparer cette vidéo, j'avais l'impression d'avoir eu une année assez pauvre en littérature, alors que finalement j'ai eu de gros coups de cœur. Sur 49 livres lus en 2015, j'en ai sélectionné 14, dont je vais vous parler tout de suite. Je vais commencer par l'un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2015, à savoir Les raisins de la colère de John Steinbeck. Donc moi je l'ai en 3 volumes dans une très belle édition trouvée en vide-grenier à Rennes. Ces gros pavés parlent de l'histoire de la famille Joad qui vit en Oklahoma. Ça se passe en 1929, donc pendant la Grande Dépression et la crise aux États-Unis. Donc ils sont agriculteurs. À cause des tempêtes de sable et de la sécheresse, ils ne peuvent plus produire de récolte. Ils sont remplis de dettes et ils vont devoir fuir histoire de trouver quelque chose de meilleur. C'est alors qu'ils vont entamer un véritable périple vers la Californie, promesse de travail et de bonheur. Mais ils ne sont pas les seuls et sur la route 66, ils vont se retrouver avec des centaines de familles qui cherchent la même chose qu'eux, à savoir du travail. De nombreuses personnes font même le chemin en sens inverse en disant qu'il n'y a pas de travail en Californie, mais la famille Joad continue d'espérer et s'y rend donc. Arrivée en Californie, la famille Joad découvre qu'effectivement il n'y a plus de travail, ou s'il y en a, il est très peu payé parce que les propriétaires un peu véreux en profitent. La famille Joad va enchaîner les camps de fortune où ils vivent dans des conditions très insalubres. On y suit leur quotidien très misérable, mais malgré tout, la famille Joad garde tout le temps espoir. Ce livre est une véritable merveille, un grand classique que je ne peux que vous conseiller, car il représente une famille unique qui va devoir faire face à de grandes souffrances et de grands périples, mais qui garde tout le temps l'espérance. J'avais également profité de ma lecture pour ensuite voir le film qui a été réalisé par John Ford. Le film est bien réalisé, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments du livre et c'est vrai que ça manque. Mon deuxième gros coup de cœur va pour La bête humaine de Zola. Comme je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, je suis passionnée par Zola. La 2015 fut l'année où j'ai enfin terminé le cycle des Rougon-Macquart. La bête humaine est le 17e volume de la saga des Rougon-Macquart et c'est également le livre le plus violent et le plus décadent de Zola. Le plus violent, oui, parce qu'effectivement, rien que dans ce livre, il y a 2 suicides, 2 meurtres, 2 viols et 2 grandes catastrophes. Ça fait beaucoup, oui. Peut peut-être me prendre un peu pour une psychopathe, mais moi plus c'est violent, plus c'est dans le drame, dans la misère, et plus j'aime en fait. Et La bête humaine, c'est vraiment la folie. Ce livre, c'est le résumé de la folie que l'on retrouve dans tout le cycle des Rougon-Macquart avec l'hérédité familiale. Dans ce livre, La bête humaine, c'est la folie qui anime Jacques Lantier, qui a des pulsions meurtrières envers les femmes. Mais La bête humaine, c'est aussi la locomotive, parce que ce livre se déroule dans un univers ferroviaire. La locomotive est un vrai personnage de l'histoire. J'ai aimé ce livre qui se présente comme un roman noir, très noir. Il y a un excellent rythme, je me suis pas ennuyée une seule seconde, c'est vraiment un Zola qui se lit, je trouve, très facilement. Il y a de nombreuses histoires avec beaucoup de personnages qui s'entremêlent et c'est très efficace. C'est puissant, haletant et la violence dépasse vraiment tout entendement. Même moi qui suis habituée à la violence, j'étais là mais jusqu'où il va aller en fait. Et ce livre fait vraiment partie de mes préférés de Zola avec L'Assommoir, Germinal, L'œuvre et Au bonheur des dames. Ce livre aussi a eu une adaptation cinématographique de Jean Renoir avec notamment Jean Gabin. Le film est bien, mais je trouve que la fin diffère, il y a un petit peu des pertes dans l'histoire et ouais. J'aime bien quand l'histoire est vraiment fidèle au livre, surtout quand en plus j'ai apprécié le livre. 2015 fut aussi l'année où je me suis enfin mise à la littérature young adulte. Il était temps parce qu'en 2015, cette année de mes 24 ans, donc vaut mieux tard que jamais. C'est vrai que j'ai mis du temps à m'y mettre alors que ça m'intéressait, mais ça s'explique par plusieurs raisons. D'une, j'étais en licence de lettres modernes, donc forcément beaucoup de classiques au programme à lire, donc pas forcément le temps de lire autre chose. J'avais quand même essayé de m'y mettre, j'avais acheté Twilight lorsque j'avais 18 ans, j'étais en licence 1. Et je m'ennuyais un petit peu en cours et j'avais commencé à lire sous le bureau. Et j'ai entendu une remarque désobligeante d'une collègue derrière moi qui se moquait de ce que je lisais. Donc je me suis dit, bon alors on va peut-être arrêter la littérature ado. La deuxième raison aussi qui fait que je lisais pas beaucoup de littérature ado, c'est que les livres ça coûte très cher. Donc l'avantage avec les classiques, c'est que je pouvais les trouver chez les petits bouquinistes de quartier ou d'occasion, je les payais 1 ou 2 euros, mais un livre neuf en général c'est 15-20 euros. Et quand on est étudiant, on n'a pas forcément le budget pour mettre ce prix-là dans un livre qu'on va finir en 1, 2, 3 journées.
Mais en 2015, j'ai enfin découvert la saga Divergente et la saga Hunger Games. Je ne vais pas beaucoup m'étaler sur ces deux trilogies parce qu'elles sont très connues, autant les livres que les films. Et même si c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux écrit, j'ai vraiment apprécié les histoires et surtout les personnages de Katniss et de Triss. Je trouve que ce sont deux filles qui ont une personnalité à la fois complexe mais très intéressante. On trouve des similitudes dans ces deux sagas et je trouve que ces héroïnes sont rongées par la culpabilité et toutes les deux elles approchent dangereusement d'un état de folie que je trouve très, très intéressant. J'avais par contre un petit peu plus de mal avec l'histoire d'amour, les triangles amoureux qu'on retrouve beaucoup dans ce style de livre, mais j'aimais beaucoup la quête de ces héroïnes. Concernant Hunger Games, je n'aime pas trop la fin. C'est vrai que j'aimais vraiment les deux premiers livres qui se déroulaient dans les arènes. Bon, ça fait très Battle Royale, un film que je vous conseille, mais c'est très plaisant. Concernant Divergente, j'ai adoré les deux premiers livres, même si franchement le style ne me plaisait pas du tout. Mais le troisième, j'ai été un peu plus déçue. J'ai l'impression qu'il était un peu bâclé, que la maison d'édition était derrière, voulait sortir au plus vite et un petit peu un sentiment d'inachevé en fait. Mais pourtant, la fin de Divergente, elle est très étonnante, elle risque d'en surprendre beaucoup, mais je trouve que justement, elle est très intéressante. Parmi mes coups de cœur de 2015 se trouve une biographie de Marie-Antoinette, à savoir Marie-Antoinette d'André Castelot, qui est un grand historien qui a écrit beaucoup de livres sur Marie-Antoinette. Je suis passionnée par l'époque du règne de Louis XVI et Marie-Antoinette, par la Révolution, et c'est vrai que chaque année j'aime bien lire une biographie sur la reine. Je n'ai pas été déçue par celle-ci, c'est ma troisième préférée. Ma préférée de tous les temps, c'est celle de Stéphane Zweig, qui est la mieux écrite. La deuxième, c'est celle d'Antonia Fraser, qui a inspiré le film de Sofia Coppola, donc on retrouve vraiment l'univers de Marie-Antoinette. Et celle-ci fait partie aussi de mes préférées parce que c'est la plus fidèle historiquement parlant. Je la trouve également très bien écrite et surtout elle m'a appris des choses que je ne savais pas alors que c'est pas la première biographie de Marie-Antoinette que je lisais. J'ai appris notamment des faits supplémentaires sur la relation entre Marie-Antoinette et Fersen. Il est connu que ces deux-là avaient des sentiments l'un pour l'autre mais il n'a jamais vraiment été prouvé qu'il y ait eu une relation entre eux. Mais dans le livre d'André Castelot, on apprend que des lettres très équivoques ont été retrouvées, mais elles ont été brûlées par respect pour la reine. En 2015 aussi, j'ai lu Les Apparences de Gillian Flynn, donc un livre aussi très connu. Je l'ai lu après avoir vu le magnifique film de Fincher, donc je connaissais déjà l'histoire, et pourtant j'ai été vraiment emballée par ce livre et prise vraiment dans le suspense. J'ai été complètement subjuguée par l'écriture haletante de Gillian Flynn, même si je connaissais le dénouement de l'histoire, elle a réussi à me piéger et à me faire croire ce qu'elle voulait que je croie. Si jamais vous n'avez pas lu le livre ou vu le film, je ne vous spoilerai pas, mais je peux vous dire que la fin du livre est un petit peu différente. Enfin, c'est pas qu'elle est différente, mais elle est dans la continuité du film, on voit ce qui se passe après la dernière scène, et je trouve que c'est très intéressant et ça apporte un petit truc en plus. Autre coup de cœur de 2015 que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté à ma maman, c'est Je voyage seul de Samuel Björk. Donc Je voyage seul est un polar scandinave qui raconte l'histoire d'une équipe de police qui va devoir enquêter après avoir découvert une petite fille pendue à un arbre avec un petit panneau et l'inscription Je voyage seul. C'est un peu une ambiance à la Millennium avec des enquêteurs assez rongés, très proches de la folie et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. L'histoire tient la route tout au long de l'histoire et plus on avance au fil des pages et plus on se délecte du dénouement qui est assez impressionnant. J'ai aimé Je voyage seul parce que c'est une lecture facile, assez bien écrite et ça tient vraiment en haleine. On retourne du côté des classiques avec Notre cœur de Maupassant qui m'avait été prêté, il faut que je le rende. Notre cœur de Maupassant, c'est une histoire d'amour déchirante et bouleversante qui ne va que dans un sens et c'est pile ce que j'adore. Petite anecdote, c'est aussi le dernier roman écrit par Maupassant. Il va sombrer dans la folie ensuite et mourir 3 ans après. On y retrouve le personnage d'André qui va tomber amoureux de Michel. Michel est une femme mondaine qui a pour habitude de passer d'homme en homme. Elle fait tout pour que les hommes s'accrochent à elle, qu'ils dépendent d'eux et ensuite pouvoir en profiter et les manipuler autant pour l'argent que pour les relations amoureuses ou autres. Michel est un peu comme une Madame Bovary mais sans aucune once de culpabilité. Elle joue avec les hommes pour son plus grand plaisir mais au grand désespoir d'André qui est follement amoureux d'elle. Et enfin, pour terminer, mon dernier coup de cœur de l'année 2015, Qui es-tu Alaska de John Green. J'ai été étonnamment surprise par ce livre. Je pensais pas qu'un livre de littérature ado comme ça pourrait apparaître dans mon top de 2015. Mais j'ai été vraiment bouleversée par ce livre. Bon, j'en parle dans ma vidéo des lectures de décembre si vous voulez aller voir.
Mais en résumé, je trouve qu'il parle avec délicatesse de la première confrontation à la mort. Je trouve que c'est un livre très très bien écrit. Et il y a une belle note positive et je trouve que la représentation de l'amitié est tellement bien représentée que c'est un livre que je ne peux que vous conseiller. Donc voilà pour mes lectures de l'année 2015. En 2016, je me suis fixée pour objectif de lire 50 livres. J'espère bien que du coup, j'aurai de nombreux coups de cœur parmi ces 50 livres. Et par commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé ou même ce que vous n'avez pas aimé dans vos lectures de 2015. À bientôt, au revoir.